Et donc, on va passer à présent donc, dans la partie qui concerne les présentations flash, avec une première présentation donc, qui va être par Adrien Moncomble. Je laisse venir s'installer. Donc, il va porter sur aquadenoising, amélioration de vidéo de microscopie électronique en transmission à balayage in situ en milieu liquide par IA, donc pour la quantification automatique de la croissance de nanoparticules. C'est parti. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc effectivement, je suis Adrien Moncomble et aujourd'hui, je vais vous présenter aquadenoising, qui est un modèle de débruitage pour étudier la croissance de nanoparticules dans des images de microscopie électronique en transmission. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on va utiliser un gros microscope qui va ressembler à celui-ci. Et au lieu d'utiliser de la lumière, on va utiliser des électrons pour pouvoir imager des nanoparticules à l'échelle nanoscopique, voire à l'échelle atomique. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier la croissance de nanoparticules dans un milieu liquide. Donc je vais utiliser des petites cellules, comme celle-ci, qui vont pouvoir contenir à la fois mes nanoparticules et le liquide, et je vais pouvoir imager sous forme de vidéo la croissance de ces particules. Mais comme vous pouvez voir ici, moi ce qui m'intéresse, ça va seulement être les particules qui sont ici au focus, et pas l'ensemble des autres contributions qui vont s'en mêler et créer beaucoup de problèmes lors de l'analyse de données. Ce qui fait qu'aucun des algorithmes traditionnels ou d'état de l'art ne va marcher. C'est pour ça qu'on a développé aquadenoising, qui va être un modèle, un réseau convolutif supervisé, basé sur PDHMNet, qui est un modèle qu'on a développé en local, qui va nous permettre de transformer ces images ici, qui contiennent toutes les contributions de bruit que je vous ai montrées précédemment, pour obtenir ces images-ci. Et je vous parlais d'un modèle supervisé. Expérimentalement, c'est effectivement pas évident d'obtenir, même impossible d'obtenir les images sans le bruit qui sont celles-ci. Et c'est pour ça qu'on est passé par la génération de données par des simulations dans laquelle on va prendre en compte l'intégralité des différentes contributions expérimentales qui vont nous donner nos images pour générer des paires d'images comme celle-ci avec lesquelles on va pouvoir entraîner nos modèles. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir de pouvoir faire beaucoup d'analyses sur ces vidéos complètes, et notamment l'une d'entre elles que je peux vous montrer ici, c'est que lorsqu'on va vouloir notamment essayer de mesurer la taille de nos nanoparticules, si on part d'une image expérimentale et en utilisant des outils classiques, on va avoir une distribution qui va être complètement différente de celle qui est ici en pointillé, qui est celle que je vais pouvoir obtenir à la main. Alors que dès que je vais utiliser notre outil de aquadenoising, à ce moment-là, l'histogramme est beaucoup plus proche de ce à quoi on s'attend, avec un gain de temps de l'ordre de 20 minutes pour passer, lorsque je veux faire la segmentation à la main, à quelque chose comme 1 seconde lorsque j'utilise mes algorithmes. Et voilà, avec ça, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on va passer à peut-être une question, s'il y a. Oui, ici. Merci pour votre présentation. C'est assez basique comme question, mais vu que vous faites de l'apprentissage sur des données synthétiques, vous n'avez pas un énorme domain gap entre la réalité pour votre modélisation du bruit et des vraies images où le bruit va être peut-être largement différent par des causes externes qui sont difficiles à modéliser? Effectivement, donc ça a été un gros travail d'optimisation, mais dans l'ensemble, malgré tout, on a réussi à générer des données qui sont assez proches et qui permettent de bien débruiter nos images en essayant de discuter avec des personnes qui sont expertes de l'outil et qui nous permettent de bien quantifier l'ensemble des contributions de bruit qui sont en jeu. Très bien, mais on va remercier à nouveau Adrien Moncomble et merci. Et on va passer donc à la présentation de Léo Martinez. Donc je vais l'inviter à venir
qu'on puisse enchaîner. Donc, il va nous parler de la classification automatique des cratères d'impact martiens par deep learning et donc vers une amélioration des datations planétaires. À toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Léo, je suis doctorant au sein du laboratoire GEOPS à l'Université Paris-Saclay. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un problème auquel on s'est intéressé, qui consiste à améliorer les datations de surface planétaire. En effet, c'est un problème vieux comme l'exploration spatiale. Dès qu'on a commencé à avoir des bonnes images de résolution de planète, on a voulu essayer de les dater pour mieux connaître l'histoire géologique des différents corps. Donc, pour ce faire, il y a deux techniques. Soit vous avez des échantillons de roches, comme c'est le cas sur la Lune, et vous pouvez les dater de manière absolue. Soit vous n'en avez pas et vous devez trouver un moyen de les dater de manière relative. Et donc, pour ce faire, on fait ça par comptage de cratères. En gros, le principe est relativement simple. On va venir compter les cratères et les ranger par bin de taille au sein d'une unité géologique donnée, et on va partir du principe que plus on a de densité de cratères, plus on est vieux, puisqu'on a eu le temps d'être bombardé. Et donc tout ceci relié aux datations connues, absolues connues, on arrive à finalement dater de manière absolue à peu près tous les corps telluriques du système solaire. Le problème, c'est que donc nous on s'est intéressé à améliorer ces datations, puisque il existe différents types de cratères, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma. En bleu, on va avoir des cratères relativement standards. En vert, on va avoir des zones avec des cratères qui sont finalement des éjectats, dus aux éjectats des cratères principaux. On les appelle des cratères secondaires, donc qui sont des cratères finalement qui sont arrivés après la surface. On ne voudra pas donc les prendre en compte dans nos datations. Également, on a un cratère en jaune sur cette image, qui est un cratère finalement qui a été recouvert par la surface lorsqu'elle a été resurfacée par des processus géologiques. Ça peut être soit de l'érosion, soit finalement des coulées de lave ou des choses comme ça. Et c'est des cratères qui sont antérieurs à l'âge de la surface. On va donc pas vouloir les prendre en compte non plus. Et donc, il y a un vrai besoin de classification de cratères, sauf que des cratères, comme vous le savez, il y en a beaucoup, et on n'a pas envie de s'amuser à faire ça à la main. Alors, du coup, c'est pourquoi on a voulu monter un algorithme de classification automatique de cratères en utilisant, en l'occurrence, YOLO. Les données qu'on a à notre disposition, donc on a une base de données qui a été faite par Anthony Laguin et collaborateurs en 2021, qui classifie à la main plus de 376 000 cratères sur Mars d'une taille de plus de 1 km, en 4 catégories géomorphologiques. On a en rouge les cratères qu'on appelle à éjecta lobés, qui sont caractérisés par une espèce de nappe d'éjecta autour, comme vous pouvez le voir, qui est due à la présence d'eau en fait sous forme solide dans le sous-sol, dans la subsurface. On a les cratères qu'on a appelés fantômes, ce sont des cratères qui sont donc antérieurs à la surface, c'était mes fameux jaunes, et qu'on va pas vouloir compter dans la datation. On a des cratères, les bleus, ceux qu'on appellerait réguliers, classiques, qui n'ont pas de propriétés particulières, et ce sont eux qu'on va vouloir compter. Et on a les cratères secondaires qui sont finalement des éjectats en fait, qu'on va pas vouloir non plus prendre en compte. Pour faire notre exercice de classification, on a utilisé le modèle donc YOLO dans sa 11e version, le classifier de YOLO, qu'on a entraîné sur environ 28 000 images, on atteint une accuracy, comme vous pouvez le voir, de 0,8 de 80%. Voici un certain nombre de résultats. En fait, j'ai classé sur la première ligne, vous avez les cratères fantômes, la deuxième les cratères éjecta lobés, les layered, les secondaires dans la troisième ligne, et la dernière ligne sont les cratères réguliers, valides, normaux. Et on peut voir que, grosso modo, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ça c'était un de nos résultats les moins bons. Je voulais aussi montrer que parfois il peut se tromper, mais on arrive grosso modo à bien classifier. Le résultat à l'œil est extrêmement satisfaisant, et même pour nous, quand il se trompe,
On peut se demander si la personne qui a fait la classification à l'origine ne s'était pas aussi un peu trompée. Du coup, voilà, on est relativement satisfait. L'entraînement, on l'a fait sur 8 GPU sur 32 époques. Et donc, ça nous permet d'améliorer les datations donc, de cratères, étant donné qu'on peut maintenant ne sélectionner que les cratères réguliers. J'ai fait un petit poster pour vous parler plus de ça, et si jamais, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. Alors peut-être moi, j'aurais une question. Donc là, vous utilisez YOLO, que vous entraînez, que vous spécialisez finalement, mais est-ce que c'est un outil qui est satisfaisant ou est-ce qu'il y a des manques par rapport à ce que vous voudriez faire? On est vraiment relativement satisfait de YOLO. Au début, on avait utilisé du coup un modèle Faster RCNN en classification qui n'était pas, disons, satisfaisant. Et donc, on est passé à YOLO et aussi d'autres modèles qu'on a essayé un peu de faire à la main. On a convergé vers YOLO qui nous satisfait. Bah, très bien, donc vous avez trouvé une solution satisfaisante. Ok, merci beaucoup, on vous remercie encore. Hop. On va passer à la présentation suivante, donc, qui est celle de Pierre-Michael Micheletti. Je vais le laisser s'installer. Donc, qui va nous parler des comportements informationnels non numériques au secours de la créativité à l'ère de l'IA, avec le cas du control remote viewing. Alors, je vais juste faire une toute petite annonce pour les gens qui font une présentation flash. Comme on a des questions sur YouTube qui arrivent un petit peu en décalé, on fera, s'il nous reste du temps, on refera une petite session réponse aux questions après, comme ça arrive un peu en décalé. Donc, restez pas trop loin. Voilà. Très bien. Bonjour, je m'appelle Pierre-Michael Micheletti, je suis chercheur au laboratoire Paragraphe à Paris 8 dans les sciences de l'information et de la communication. J'ai l'impression d'être un ovni ici, parce que s'il y avait le hardware, le software, je serais dans le mindware. Voilà, je crée un nouveau terme peut-être. Donc l'étude abordée concerne un comportement de recherche d'information très atypique à l'ère de l'IA, qui s'appelle le control remote viewing. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est initialement une méthode de recherche d'information qui a été mise au point dans un organisme prestigieux de recherche, le Stanford Research Institute aux États-Unis, dans une période des années 70 pour des besoins de renseignement militaire. C'est une période aussi d'effervescence et qu'on a pu voir nommer ou entendre nommer comme voodoo science. Alors schématiquement, il s'agit pour un individu, à l'aide de son intuition, d'obtenir ou de percevoir de l'information sur une cible dont il n'a aucune connaissance préalable. Quand je vous parlais d'atypique, j'étais encore loin du compte peut-être. Voici un exemple. Sur la droite, la cible, pour rappel, l'individu n'en connaît rien, et sur la gauche, sa matérialisation. Alors je parlais d'atypique, vous avez vu le mot original, c'est avec du papier et du stylo. Donc pas d'IA. Aujourd'hui, on se forme à cette pratique pour qu'il y a des applications. Or, peut-être moins de renseignements. Mais vous voyez ici un extrait dans notre recherche des données sociodémographiques qu'on a pu obtenir, ce qui nous a mené à nous poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Quelles sont leurs motivations, etc. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir? Or, ça a mené à cette problématique, la problématique de l'étude des comportements de recherche informationnelle, pour le coup non numériques. On s'est aperçu aussi que lors de cette pratique, les gens mettaient en œuvre des habiletés mentales et des processus comme, on en a listé quelques-unes ici, on a travaillé avec des psychologues pour regarder ce qui se passait aussi, on était là aussi encore extrêmement surpris, notamment autour de l'imagerie mentale, ou visualisation mentale, un petit peu comme les sportifs, si vous voulez. Malgré tout, comment expliquer une chose inexpliquée et avec des choses inexplicables? Vous voyez un peu le casse-tête là-dessus. Alors, on a travaillé avec
d'illustres modèles de communication en se disant, mais finalement, qui est la source de l'information? Ben, en gros, c'est l'individu, quoi. Et on a remodélisé ça, ce qui nous a permis de nous concentrer sur les effets. C'est vraiment la chose qui nous intéresse là-dedans. Et pour nous, dans ce type de recherche où on paraît être loin de l'IA, on est dans le petit dessin de tout à l'heure, dans la partie du cerveau, en se disant, ben, les enjeux pour nous sont les habiletés mentales, la motivation, peut-être du ressourcement, de la créativité, et profondément, en fait, le facteur humain. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant et en étant un peu l'ovni du jour. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Alors, comme on a dit qu'on prendrait aussi une session à la fin des différentes présentations flash avec les questions qui viennent sur YouTube, je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation suivante, donc qui est celle de Patrick Lemasson, donc que j'invite à venir. Merci. Et donc, qui va nous parler d'attention topologique sur graphe, de la question utilisateur à l'extraction intelligente d'informations. Bonjour et merci à tous. Et merci essentiellement aux FIDEL pour tout ce qu'ils font, pour l'accès à la formation. Il n'y a pas de... Vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, il y a quelques jours, j'ai entendu parler d'un petit souci, un avocat qui avait utilisé ChatGPT pour s'aider et qui s'est retrouvé avec le problème très connu dans les LM que les LM peuvent halluciner. Donc en fait, moi, ce que je me suis dit, mais les LM, comment utiliser les LM pour, par exemple, faire de la recherche dans des documents scientifiques ou dans tout domaine qui demande de la fiabilité dans l'information. Donc, j'ai développé pour ça, en fait, un projet open source pour en fait, structurer l'information sous forme de graphe. Donc, ici, sur l'image, on voit à votre droite que c'est un ensemble de documents qui sont, en fait, sur le thème de l'intelligence artificielle. Vous voyez que les documents sont reliés un avec l'autre. Du coup, en fait, tous les documents eux-mêmes sont recomposés par des graphes qui, eux, sont des triplets. Par exemple, on peut dire le deep learning est un domaine de l'intelligence artificielle, donc le sujet prédicat-objet. Et en fait, j'ai créé une grosse structure comme ça. Donc en fait, j'ai été confronté à plusieurs problèmes, justement ce problème de fiabilité. Comment est-ce qu'on peut, avec un LLM, pouvoir interroger ces documents et être sûr de l'information qu'on peut avoir. J'ai aussi eu le problème lorsqu'on modélise l'information sous forme de triplet. Comment, en fait, avec de la recherche vectorielle, est-ce qu'on peut trouver facilement les nœuds? Et je vais vous parler de ça, justement, en fait. Donc, en fait, par exemple, si on pose une question, la question, elle peut être un petit peu floue, en fait. Et elle peut, si on veut trouver une réponse avec des triplets, on peut comprendre facilement que ce type de question, c'est quelque chose de très compliqué. Sur quel nœud on va regarder, comment est-ce qu'on extrait l'information, comment est-ce qu'on fait tout ça. Et en fait, le problème, si chaque nœud représente un mot et les connexions ensemble représentent un ensemble de triplets, c'est qu'en fait, si on vectorise ça de manière naïve, on va se retrouver en fait avec quelque chose de flou. Par exemple, si je dis l'avocat est bon, c'est un triplet. Est-ce qu'on parle de l'avocat du fruit? Est-ce qu'on parle de l'avocat du baron? Et si on regarde dans d'autres endroits du graphe, on verra peut-être l'avocat a défendu plusieurs clients. Donc là, avec cela, on peut déjà savoir, ben oui, on parle finalement de l'avocat en fait du barreau, pas de l'avocat qui se mange. Et en fait, l'idée, c'est pour chaque nœud, en fait, c'est qu'on va propager l'information sur les nœuds qui sont à côté en fonction de la topologie du graphe, en fait, et en fonction du type de relation. Ce qui fait qu'en fait, l'information, elle va se diffuser à travers le graphe et elle va rendre chaque nœud, en fait,
plus cohérent. Ce qui est un des principes fondateurs de mécanisme d'attention, c'est justement de pouvoir comprendre, en fait, de pouvoir mettre la flèche dans la bonne direction pour donner du sens à chaque vecteur, en fait. Donc après, j'étais aussi confronté à des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour rechercher dans des centaines de millions de triplets de manière très rapide? J'ai développé d'autres algorithmes pour cela. Voilà. Et l'idée, c'est lorsqu'on pose une question, c'est qu'en fait, on va décomposer la question. Par exemple, si ici, pour quel est l'impact de découverte de Marie Curie, déjà on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle a découvert finalement? Donc c'est déjà une sous-question. Et en fait, après, avec ce qu'elle a découvert, ben, on peut se dire, ben, finalement, avec la radioactivité, quel a été l'impact géopolitique, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, la première étape consiste à décomposer les questions en plusieurs sous-questions. Et une fois qu'on a fait cela, en fait, on va rechercher les nœuds centraux, en fait. Une fois qu'on a les nœuds centraux, on va prendre ce qu'on appelle un arbre de Steiner. On va extraire un sous-graphe qui peut répondre à la question. Et voilà. Donc, une fois que le sous-graphe est extrait, pour la fiabilité de l'information, si vous voulez, il y a le problème, si on laisse répondre la question directement par le LLM, c'est que le LLM est susceptible de faire des hallucinations. Alors, mon idée, à titre très simple, c'est de ne pas utiliser le LLM pour répondre directement à la question, mais utiliser plutôt un système agentique qui va récupérer les informations du graphe. Dans le graphe, il y a aussi, en plus des triplets, il y a un lien direct sur les textes, et il y a aussi un lien en langage naturel qui explique, par exemple, une connexion entre deux éléments du graphe. Et en fait, au lieu de répondre à la question, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'ensemble de toutes ces informations supplémentaires qui sont dans le graphe, et il va les réassembler comme un puzzle. Il va d'abord déterminer quelle catégorie est-ce qu'il y a, comment est-ce que je peux décomposer la question. Par exemple, on peut dire sur cette question précise, là, ben, le premier c'est découverte de Marie Curie. Deuxième, ça peut être impact géopolitique. Troisième, impact scientifique. Et en fait, une fois qu'on a trouvé toutes les catégories de cela, on peut en fait, avec les données, faire du puzzle. Où en fait, il va prendre toutes les données des choses et il va essayer d'organiser la formation de manière à ce que cela forme une phrase qui va être très particulière. Et du coup, ça va être des données qui vont être très redondantes. Par exemple, si je devais parler qui est Yann Leca, par exemple, je me dirais Yann Leca est né France, Yann Leca, et ça va faire en fait des phrases qui sont pas très jolies en fait. Et derrière tout cela, en fait, je rajoute des algorithmes de NLP en fait pour détecter en fait, par exemple, les entités nommées, les remplacer par des pronoms tout simplement. Et j'ai développé aussi un petit système qui fonctionne en fait, de manière plutôt simple, en fait, où un agent va ajouter des figures de style pour rendre la réponse plutôt jolie à lire. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fiabilité des LLM est un grand sujet, surtout dans le domaine de la science, et j'espère que mon projet va pouvoir aider à pouvoir faire de la recherche dans des documents scientifiques de manière fiable. Et voilà. Et je vous remercie. Voilà, et désolé, je suis un petit peu un ovni ici, je pense aussi. Je suis très stressé, j'étais un peu stressé pour la présentation. Mais en tout cas, je remercie énormément en fait, les intervenants qu'il y a eu. Et voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va inviter les gens qui ont fait une présentation à remonter sur scène pour quelques minutes s'il y avait des questions. Je ne sais pas si Lisa a des questions. Vous pouvez revenir sur scène, du coup, au cas où il y a des questions. Alors, moi, j'ai 2 questions dans le chat, mais elles sont pour Adrien Moncombe. Mais après, si du coup, dans la salle, il y a d'autres questions, pourquoi pas. Alors, donc je cite la question. « J'aimerais savoir si votre base de fondation a aussi pris en compte des modèles de solvatation, puisque vous en parlez. »
Dans mon cas, non, c'est simplement des simulations pour des images. Donc c'est... Et il y avait une autre question, il demandait, enfin, il cite pareil, quid d'une segmentation basée NN directement sans le denoising? Effectivement, ça pouvait être une solution, mais dans notre cas, on a choisi de passer par le denoising pour pouvoir accéder à d'autres types d'informations, notamment les ratios entre les intensités de différentes particules pour essayer d'obtenir une information supplémentaire qu'on aurait perdue si on n'était passé que par de la segmentation. Qui a d'autres questions dans la salle? Ouais. J'ai une question concernant l'application des filtres. Est-ce que ça ne change pas la morphologie de vos particules? Au niveau de la forme, si vous voulez connaître la forme et aussi la taille de vos particules. Effectivement, c'est une des questions qu'on s'est posées et c'est pour ça qu'on a fait une batterie de tests pour essayer de regarder à différentes échelles les profils de nos nanoparticules, essayer de comparer ce qu'on va pouvoir mesurer à la main et ce qu'on va pouvoir obtenir directement avec les algorithmes d'analyse automatique, pardon. Et dans tous les cas, ça nous a donné des résultats vraiment très satisfaisants, avec des résultats, si vous voulez, que vous pouvez trouver dans le papier qu'on a publié en début d'année, j'ai oublié de le mentionner, si jamais vous voulez plus d'informations. Merci. C'est une question pour Léo Martinez, donc sur la détection des cratères. Alors le BO5 que je suis sur le sujet, quand je vois le problème que vous essayez de résoudre, c'est finalement une classification à 4 classes, des images qui sont plutôt bien segmentées, carrées, qui sont en nuances de gris. La tâche paraît simple, et pourtant vous expliquez que vous avez essayé plusieurs modèles, et ce qui marchait le mieux, c'était un YOLO V11. Est-ce que vous avez une intuition sur pourquoi on a besoin d'un modèle aussi puissant pour une tâche qui apparemment paraît simple si on la connaît pas très bien? Je reformule plus simplement, pourquoi est-ce qu'un CNN tout simple, partirait from scratch, fonctionne pas? Est-ce que vous avez une idée de... Ouais, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé à la base. J'avais repris un petit code type pour détecter les chiffres, le travail de Yann Lequin, et ça ne fonctionnait pas. Mon intuition, c'était qu'il fallait quand même un certain nombre de paramètres que j'ai du mal à quantifier en réalité. Et donc j'ai fait un petit peu comme ça de manière empirique en mettant des modèles de plus en plus gros, en commençant par un YOLO taille N, en voyant qu'avec un YOLO taille S j'avais des meilleurs résultats, et ainsi de suite jusqu'à un taille M qui semblait être la bonne taille. Et donc ça représente quand même un certain nombre de paramètres en effet. Maintenant j'ai pas particulièrement passé de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui rendait la tâche si difficile, et en effet c'était relativement contre-intuitif. Au début on était plutôt parti sur des petits modèles extrêmement rapides à entraîner, donc je sais pas si c'est une réponse un peu bizarre. Je sais pas, j'ai pas particulièrement la réponse à cette question. Ok, ben merci beaucoup. Ah, il y avait une question. Ok. Allô. Oui, merci. C'est toujours pour toi la question. Déjà, je remercie pour me permettre de poser la question. Je n'ai pas travaillé sur la même chose, donc du coup, je ne sais pas déjà si pour vos tâches, la modalité est juste des images classiques, c'est-à-dire au niveau des gris. Et dans le cas, comme l'a posé le monsieur précédent, oui, est-ce que juste en se basant sur l'aspect spatial des choses, c'est suffisant pour exactement classer les différents cratères? Ou je me dis, dans le cas contraire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de modalités pour pouvoir prendre encore d'autres informations pertinentes qui pourront permettre d'améliorer la classification en fait?
Merci pour votre question. En effet, comme j'ai pu le montrer sur mes slides, il y a un certain nombre de catégories. Il y a une catégorie de cratères bien précises qui sont les cratères secondaires. Comme on voit, c'est des sortes d'éclaboussures d'éjecta qui forment des cratères et qui sont donc spatialement en ligne, quoi. On voit des lignes d'éjecta comme ça, de cratères bien alignés. Et on aurait pu finalement se servir de cette information pour aider à la classification. En réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc des images centrées autour d'un cratère en particulier avec une taille de 3 rayons de chaque côté de cratère. Donc on n'a pas énormément de contexte. Maintenant, on voit que nos résultats sont relativement satisfaisants en ne prenant pas en compte ce genre d'informations. Donc c'était un parti pris stratégique au début et on voit que ça fonctionne. Du coup, on n'a pas forcément cherché à réintégrer ça en plus dans nos modèles. Ok, et l'autre version de ma question, c'est les modalités sont les images juste au niveau des grilles ou la technologie d'acquisition permet d'avoir des images de différentes modalités, c'est-à-dire des images volumétriques ou, je ne sais pas, avec des métadonnées. Pour l'instant, en fait, donc tout ça s'inscrit dans le cadre de ma thèse. Plus généralement, on était parti sur des données d'imagerie, donc couleur ou niveau de gris. En effet, il y a un certain nombre de travaux dans les littératures que vous pourrez trouver où des gens utilisent des modèles numériques de terrain, donc des sortes d'images en 3D, pour faire les détections. Nous, l'idée initiale, c'était de prendre des images parce que c'est la première donnée la plus facile que vous aurez quand vous envoyez une sonde dans l'espace. Vous avez forcément une caméra, et donc c'était pour travailler, on va dire, sur une plus grande versatilité de mission spatiale. Maintenant, c'est vrai que il y a un certain nombre de travaux, sur les modèles numériques de terrain, et donc c'est pas ce qu'on a fait, mais oui, ça existe. S'arrêter là pour les questions. De toute façon, il y a un poster donc de Léo Martinez. Donc, pour ceux qui ont encore des questions, peut-être pour aller le voir. On va essayer aussi de ne pas prendre trop de retard. Donc là, maintenant, donc il va y avoir la partie pause. Et vous avez la possibilité aussi pendant cette pause d'aller voir les posters. Et afin de ne pas prendre trop de retard, donc on vous propose de reprendre à 11h50 ici. Donc, tout à l'heure. Yes.